Pouvez-vous aussi nous confirmer que chacun, indépendamment de son statut à Guantanamo ou ailleurs, à votre connaissance, a droit à être traité humainement? Oui, sénateur. Chaque combattant ennemi détenu à Guantanamo est traité de façon humaine. Le calvaire subi par les prisonniers de Gitmo déclenche une vive polémique. D'un côté, les services d'intelligence militaire ou la CIA, obsédés par le renseignement, et de l'autre, les services judiciaires comme le FBI, la police fédérale, qui travaillent dans l'optique d'un éventuel procès. Ces agents s'opposent à la torture d'un point de vue moral, mais aussi parce qu'ils savent que tout soupçon de torture entraînera l'annulation des procédures. Mon nom est Amrit Singh. Je suis avocate à l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, et je conseille la partie plaignante dans le procès qui oppose l'ACLU au département de la Défense. Nous avons déposé plainte contre la rétention injustifiée d'informations et notre action a contraint le gouvernement à rendre public plus de 100 000 pages de documents concernant le traitement des prisonniers retenus à l'étranger par les États-Unis, et j'ai personnellement passé en revue tous ces documents. Par exemple, dans un document du gouvernement, un agent du FBI décrit ceci. À plusieurs reprises, je suis entré dans les salles d'interrogatoire et j'ai trouvé des prisonniers pieds et poings liés, couchés en position fétale sur le sol, sans eau ni nourriture. La plupart du temps, ils avaient uriné et déféqué sur eux-mêmes, ayant été laissés là de 18 à 24 heures ou plus. Une autre fois, l'air conditionné avait été éteint, ce qui faisait probablement monter la température de la pièce à plus de 38 degrés. Le détenu était presque inconscient sur le sol, avec un tas de cheveux juste à côté de lui. Il s'était apparemment lui-même arraché les cheveux pendant la nuit. Les agents du FBI observaient ça et étaient vraiment choqués. Certains ont essayé de rapporter ces faits du mieux qu'ils ont pu. Je pense que si cela s'était passé n'importe où ailleurs, il y aurait eu des arrestations, car c'est une violation évidente de la loi fédérale. Le général Miller, qui, à ce que j'ai cru comprendre, n'était pas un agent de renseignement, était responsable de cet endroit. Et je ne sais pas de qui il recevait ses conseils, mais ce n'était pas de bons conseils. Il y a eu beaucoup de débats et de conflits entre le FBI, qui observait tout ça, et les militaires. Et la position militaire était, et je cite, « Soit tu diriges, soit tu nous suis, ou tu dégages ». Apparemment, le FBI a été écarté à Guantanamo. Vous le confirmez? Oui. Finalement, le FBI a été écarté. Le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak au motif que le régime de Saddam Hussein abrite des armes de destruction massive. Un mensonge d'État qui coûtera la vie à des centaines de milliers d'innocents. L'objectif officiel est de traquer Saddam Hussein et ses plus proches collaborateurs. Mais très vite, l'occupation déclenche une insurrection qui tourne à la guerre civile. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors. No more poison factories. No more executions of dissidents. No more torture chambers and rape rooms. En Irak, les opérations militaires sont dirigées par le général Ricardo Sanchez, dont dépend notamment la 205e brigade du colonel Thomas Pappas. Celle-ci regroupe les MI, les officiers de l'intelligence militaire, chargés de la récolte du renseignement et donc des interrogatoires. Comment décririez-vous l'ambiance qui régnait dans la communauté du renseignement lorsque vous êtes arrivé en Irak? Très agressif. Nous voulions obtenir des réponses. Certains voulaient carrément se venger. On nous avait dit que Saddam était impliqué dans les attentats du 11 septembre et que les Irakiens étaient des ennemis. On ressentait donc de la colère et un esprit de vengeance au sein de l'armée et de la communauté du renseignement. Le renseignement représentait une obsession?
Oui, tout à fait. C'est grâce au renseignement qu'on perd ou qu'on gagne une guerre. Et en Irak, c'était plus important que jamais. Le problème, c'est que tout le monde peut être un ennemi. Il n'y a pas de ligne de front ni d'uniforme. Ce n'est pas facile pour les soldats de sortir tous les jours et de voir des citoyens normaux, des Irakiens, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes qui rient, qui jouent, qui vous saluent, vous serrent la main et peuvent à tout moment vous tirer dessus. Nous avions beaucoup de pression pour obtenir à tout prix le renseignement dont nous avions besoin pour mener à bien nos opérations. Et cela aurait été mal vu, très négligent de ma part, si je n'avais pas tout mis en œuvre pour obtenir ces renseignements, afin de pouvoir accomplir notre mission. Du général Sanchez dépend aussi la 800e brigade militaire dirigée par le général Janis Karpinski, chargé de l'intendance et de la sécurité des 17 prisons irakiennes dont Abu Ghraib. C'est elle qui commande les MP, la police militaire, c'est-à-dire les gardiens de prison. Tout d'abord, il y a eu ce raid ou cette opération majeure à Mossoul. Et ils ont commencé à emmener à Abu Ghraib des prisonniers qui portaient des badges sur lesquels était écrit « détenus de sécurité ». C'est un terme que nous n'avions jamais utilisé dans nos opérations militaires ou de détention. Du jour au lendemain, ils emmenaient 30, puis 50 prisonniers par jour. Plus le nombre de détenus augmentait, plus les interrogateurs de l'intelligence militaire faisaient des heures supplémentaires, mais ils n'obtenaient aucun renseignement d'importance de ces détenus de sécurité. Tout homme de 14 à 70 ans pouvait être raflé et emmené dans un centre d'interrogatoire. Mon équipe les interrogeait, et même si j'estimais qu'ils étaient innocents, ils n'étaient pas relâchés parfois pendant des jours ou des semaines dans l'attente d'un nouvel interrogatoire. La plupart étaient totalement innocents. Ils avaient seulement été au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ils ne relâchaient personne? Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de libérer le prochain Oussama Ben Laden ou de libérer quelqu'un qui détenait de l'information qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils perdaient confiance en leur propre capacité d'obtenir des renseignements pertinents. À l'été 2003, nous avons demandé une directive et un entraînement supplémentaire parce que nous savions que nous avions des difficultés en Irak concernant les opérations de détention et les interrogatoires. Finalement, on nous a dit que la seule expertise qui existait, c'était celle de Guantanamo, où avaient été développées des procédures d'interrogatoire. C'est comme ça que le général Miller est venu en Irak. Oui, oui. Il faisait partie de ma demande d'aide. Un document du général Miller, aujourd'hui déclassifié, confirme qu'il a effectué une visite en Irak du 31 août au 9 septembre 2003. Il y dirigea une équipe de personnel expérimenté dans l'interrogatoire stratégique dans le but d'exploiter rapidement les détenus pour obtenir du renseignement utile. Le général Miller a dit que son plan était de gitmoiser les opérations à Abu Ghraib. Il a dit « Je ferai d'Abu Ghraib le centre d'interrogatoire de l'Irak ». Sans sourciller, le général Miller a dit « Je pense que vous traitez trop bien les prisonniers. Vous devriez les traiter comme des chiens afin qu'ils comprennent qui est le chef. » Il voulait que la police militaire prépare les conditions pour des interrogatoires efficaces, de manière à ce que les interrogateurs puissent obtenir le renseignement plus rapidement. Général Sanchez, le rapport du général Miller contenait des observations et des recommandations. Je cite l'une d'entre elles. Il est essentiel que les gardiens participent activement au conditionnement des prisonniers pour une exploitation plus efficace des détenus. Suis-je exact, Général Sanchez? Oui, sénateur. Général Miller? C'est exact, sénateur. Général Miller, pensez-vous que votre instruction ait été mal comprise? Je ne le pense pas, sénateur.
Mais d'après le rapport du général Taguba, plusieurs soldats impliqués ont témoigné. Soldat numéro 1, question. Est-ce que des agents de la NI, l'intelligence militaire ou toute autre agence du gouvernement vous ont déjà demandé d'amadouer un prisonnier avant son interrogatoire? Réponse. Oui, ils m'ont parfois demandé de montrer une attention toute particulière à un détenu. Soldat numéro 4, avez-vous entendu dire que l'intelligence militaire suggérait que les gardiens abusent des détenus d'une manière ou d'une autre? Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait? Réponse. Il disait, cassez ce mec pour nous, assurez-vous qu'il passe une mauvaise nuit et qu'il ait le bon traitement. Vous voyez où je veux en venir, Général Miller? Il y a dû y avoir un problème quelque part. Monsieur, à mon avis, c'est un problème de leadership sur la façon dont les actions subséquentes ont pu se dérouler. Mais je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc il serait difficile pour moi de donner un avis fiable. Général Sanchez, s'il vous plaît. Sénateur, je voudrais clarifier quelque chose. Le général Miller n'a donné aucun ordre. C'est moi qui ai donné les ordres, monsieur. C'est à vous que j'aurais dû poser la question. Merci aux témoins. 5 jours après la visite du général Miller, le général Sanchez signe une directive intitulée « Interrogatoire et contre-résistance ». Il précise qu'il l'a calquée sur celle mise en place à Guantanamo. Cette directive est destinée au colonel Pappas, à qui le général Sanchez a confié la direction des gardiens aux grandes dames du général Janis Karpinski. Sur la liste figurent les positions de stress, l'isolation pendant plus de 30 jours, la présence de chiens pour exploiter la peur des Arabes et maintenir la sécurité pendant les interrogatoires. Les chiens doivent être muselés. Lorsque nous avons discuté de ça, il était très clair que si des chiens étaient utilisés à Abu Ghraib, ils devraient être muselés et sous contrôle. Mais ils ne seraient pas utilisés pendant les interrogatoires, ni pour intimider les prisonniers. Pourtant, votre mémorandum, c'est une directive pour les interrogatoires. Oui, oui, oui. Vous écrivez pour induire de la peur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ah, mais moi j'ai le mémorandum, il dit pour induire de la peur chez les prisonniers. Oui. Mais bon, les chiens étaient autorisés par Rumsfeld et à Guantanamo. Franchement, général Sanchez, ne pensez-vous pas que vous avez été embarqué sur une pente glissante sans le savoir? Je ne sais pas, mais il est évident, rétrospectivement, que nous avons commis des abus. Comment pourrais-je dire le contraire? C'est évident. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu les photos d'Abu Ghraib? Ouais. Comment avez-vous réagi? C'était un sentiment d'horreur, de répulsion absolue.